Voilà, je pense que vous avez donc terminé ce que je vous avais demandé sur ce texte des Lestrigon. J'ai conscience que c'était peut-être un petit peu long, mais je vous ai quand même beaucoup aidé avec ce système de couleurs. Hein, finalement, si nous avions été en classe, je vous aurais certainement moins aidé. Et alors, je ne vais pas dire que vous avez de la chance, mais malgré tout, le travail était à mon avis faisable, bien qu'un petit peu long. Alors, je vous ai demandé en premier lieu de me parler de la situation géographique de cette île des Lestrigon et de la végétation et de la faune, donc des animaux, qui y sont présents. En jaune, donc, vous avez pu relever que l'île des Lestrigon se trouve donc au milieu de la mer, à 6 jours et 6 nuits de voyage de la Terre précédente. C'est donc une île qui est relativement isolée, puisqu'il faut 6 jours pour y arriver. On vous dit, le 7e jour, nous apercevons la haute ville de Lanus. C'est donc une île qui est assez isolée. Ce qu'elle a de particulier, c'est que elle se trouve entourée de roches escarpées. Je vous ai expliqué que escarpées, je vous remets l'image pour que vous l'ayez bien en tête, c'est ce genre de roches-là. C'est-à-dire que pour y avancer, ce n'est pas très simple puisque c'est très en pente et on ne peut pas trop s'y accrocher. Donc, on est dans un habitat qui est entouré de roches escarpées. La particularité, et c'est ça qui était le plus marquant, c'est que les voix de la nuit et du jour se touchent. Alors cette expression, elle n'est pas très claire, je pense que pour vous, ça n'est pas forcément évident, mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la première vidéo. Ce que veut dire Homère ici, ce que veut dire Ulysse plutôt, puisque c'est lui qui raconte, je vous le rappelle, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de jour et de nuit, d'alternance de jour et de nuit, et que finalement, celui qui a des troupeaux pourrait les faire paître, c'est-à-dire les emmener brouter et manger toute la journée et aussi toute la nuit, car il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux moments de la journée. Et enfin, et ça c'est à remarquer, il y a, malgré ces roches escarpées, malgré cet isolement de la ville, une ville avec un port superbe. Donc on se rend compte qu'on n'est pas dans une ville sauvage. Donc sur votre tableau, vous pouviez écrire en situation géographique, île isolée, on met 6 jours de voyage, jour permanent, roche escarpée et port superbe. Autrement dit, on a un lieu ambigu, puisque dans ces lieux, on a à la fois des symboles d'une civilisation assez avancée, puisqu'on a un port magnifique, donc on imagine que le lieu est très travaillé, mais en même temps, on a des roches escarpées, une île qui est loin de tout, et puis quelque chose de très différent de notre lieu d'habitation habituel, puisqu'il n'y a pas d'alternance jour et nuit. Donc on va dire lieu ambigu, à la fois proche de la civilisation, port superbe, mais différent, puisqu'on a, alors, on va mettre mes différents de notre civilisation, puisqu'on a l'isolement et les roches escarpées. Ensuite, je vous demandais d'observer quelle était la végétation et quels étaient les animaux. Alors, on vous parle de bœufs et de blanches brebis, donc on a un élevage qui est fait. Par contre, en dehors donc de cet élevage, nous n'avons aucune trace de culture ni de travaux humains. D'accord? Et ça, c'est très important puisque nous avons déjà vu dans les textes précédents que l'homme, dans l'Odyssée, se caractérise par le fait, d'une part qu'il soit mortel et d'autre part qu'il mange du pain. Souvenez-vous, l'homme est un mangeur de pain. Et ici, s'il n'y a pas de trace de culture, il n'y a donc pas de culture du blé, donc pas de pain, et
en cela, on peut avoir un doute sur justement le caractère humain des personnes que l'on va rencontrer. Hein. Il n'y a pas de travaux humains et il n'y a pas de traces de culture. Et au contraire, on voit des tourbillons de fumée qui s'élèvent de la terre. Donc ici, on pourra peut-être en tirer quelque chose. Donc on peut écrire brebis et bœufs, mais pas de culture. Et donc on peut écrire pas de pain. Je vous rappelle que l'homme est un mangeur de pain. Et chaque fois qu'on rencontre des monstres qui mangent autre chose que du pain, c'est que peut-être il faut se méfier de cette nouvelle catégorie d'habitants. Je vous demandais ensuite d'observer donc les habitants et leur mode de vie. En particulier, tout d'abord, l'habitat. Alors, l'habitat, là encore, on retrouve cette ambiguïté, puisqu'on a à la fois une enceinte, c'est-à-dire des remparts, hein, donc quelque chose de construit. Nous avons des palais, de superbes demeures, donc quelque chose de très civilisé. Et finalement, proche de ce que l'homme est capable de faire de plus beau, hein, des superbes demeures, des palais, des remparts. Et face à ça, nous avons des roches escarpées, donc nous l'avons déjà expliqué, et des tourbillons de fumée qui sortent de la terre. Donc quelque chose, encore une fois, de contradictoire. On peut donc noter, pour l'habitat, cité avec enceinte, donc quelque chose de très civilisé, superbe demeure, on va mettre superbe palais pour résumer, et à l'inverse, des roches escarpées et un sol fumant, donc rien de très rassurant. Pour ce qui est de la nourriture, alors la nourriture, je vous ai déjà dit hein, que c'était très symbolique, celui qui mange du blé et du pain et vraiment ressemble à l'homme, celui qui n'en mange pas a un côté un petit peu effrayant puisqu'il n'est plus un homme. Alors la nourriture, eh bien ce n'est pas compliqué, au départ Ulysse pense qu'il va chercher quels sont les hommes qui dans cette contrée se nourrissent des doux fruits de la terre, donc on se dit il va chercher des hommes, et dans la réalité il rencontre des personnes qui, pour manger, saisissent ses compagnons, hein, il en saisit un et le prépare pour son repas, et qui considèrent ses compagnons comme de faibles poissons. Hein. Les lestrigons percent mes guerriers comme de faibles poissons et les emportent pour leur festin, pour leur barbare festin. Donc, si les lestrigons considèrent que les hommes sont comme des poissons, c'est que tout simplement, ils se nourrissent des hommes. Ils mangent les hommes. Donc, on peut le noter ici, pas de fruits de la terre et des hommes comparés à des poissons. Donc, les lestrigons mangent les humains. Je vous demandais ensuite d'observer l'organisation. Donc en bleu foncé, je vous ai relevé plusieurs passages qui nous disent que ses compagnons s'adressent donc à une jeune fille et lui demandent quel est le roi de ces contrées et sur quel peuple il règne. Nous apprenons donc ensuite qu'il y a bel et bien un roi, hein, qui est donc Antiphaté, que l'on voit ici, qui est nommé ici. Il y a un roi et nous apprenons également que c'est une civilisation qui agit de façon collective puisqu'on vous dit les lestrigons ressemblent non à des hommes mais à des géants, ils accourent en foule de toutes parts. Ces peuples du haut des montagnes jettent d'énormes pierres et du sein de notre flotte, etc., etc. Autrement dit, ici, et ça c'est très important, nous avons un peuple qui agit de façon collective. On a donc à la fois quelque chose qui est très éloigné de l'humain, puisqu'ils mangent eux-mêmes des humains, mais qui se rapproche quand même d'une civilisation, puisque nous avons un roi, une cité, et des personnes qui agissent ensemble, donc qui forment une société. On verra tout à l'heure, par exemple, avec les Cyclopes ou Charybde et Scylla, que ce n'est pas forcément le cas. Hein. Donc ici, c'est très important. Donc nous pouvons noter dans l'organisation que c'est une cité avec un roi et des activités collectives. Quelles sont ces activités? En gris, je vous ai mis, hein, c'est la découpe du bois et les troupeaux, donc l'élevage. Donc ça c'était assez facile. Découpe du bois
élevage. Pardon. Alors, quelque chose d'un peu plus simple maintenant. C'était en fait les caractéristiques des habitants des lieux. Donc, quelles étaient leur taille, leur apparence. Est-ce que ce sont des habitants qui sont effrayants ou au contraire dont on peut s'approcher sans avoir trop peur. Alors, en gras, nous pouvons voir que Ulysse et ses compagnons trouvent une femme grande comme une haute montagne. Et plus tard, on les appelle les géants. D'accord? Donc aucune ambiguïté là-dessus. Ce sont des hommes immenses, en tout cas des personnages immenses. On ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent. Finalement, on les imagine comme des hommes, mais nous n'en sommes pas sûrs. Donc ils sont très grands. Et quel est le danger qu'ils représentent? Donc ici en noir, eh bien c'est très simple. Ils jettent d'énormes pierres et ils préparent les hommes pour leur repas, pour les manger. Donc là, pas de difficulté, nous pouvons le noter directement. Donc dans taille et apparence, on peut mettre gigantisme. Nous avions déjà vu ce mot en début d'année lorsque nous avons parlé de typhon. Je vous avais expliqué que le géant en grec se dit gigan et que ça a donné gigantisme. D'accord ? Donc le gigantisme et la comparaison aux montagnes, qui est assez courante lorsqu'on veut parler de quelqu'un de très grand. Nous la retrouverons peut-être avec d'autres personnages. Le danger représenté, c'est le lancer de rochers et le fait de manger des hommes, ce qu'on appelle donc l'anthropophagie, nous l'avons déjà vu. Donc le fait de manger des hommes. Enfin, je vous demandais qui meurt et qui vit. Alors là, je n'ai rien souligné dans le texte parce que finalement, il n'y a pas de mot en particulier qui nous l'indique, mais si vous avez compris le texte, vous avez très bien compris que certains des compagnons qui étaient restés au port vont mourir, puisqu'ils vont être dévorés, alors qu'Ulysse va arriver à sauver son navire et une partie des compagnons, puisqu'à la fin, il nous dit soudain excitant les guerriers, je leur ordonne de se courber pour échapper au malheur. Mon navire trouve enfin son salut au milieu des mers. Autrement dit, certains compagnons ont été massacrés, tandis que ces géants massacrent mes compagnons dans l'intérieur du port. D'autres, au contraire, sont arrivés à fuir. Donc, nous pouvons le préciser ici. Donc, les compagnons du port meurent. Les autres s'enfuient en ramant. Quel est donc le moyen de survie? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de remonter dans le texte? Alors je le fais, mais en rouge, tous craignant la mort, rament avec vitesse. Le moyen de survie, il est donc finalement assez simple, assez primaire. Il suffit de s'enfuir, tout simplement. Les pierres peuvent atteindre leur cible, mais grâce à une action collective, puisque tous vont, on a ici tous alors rament avec vitesse, ils vont donc tous agir ensemble pour échapper à la mort, donc grâce à une action organisée et collective. Donc on peut également le noter, donc c'est la fuite, mais c'est une action collective. Et ça c'est très important, puisque l'action collective, c'est aussi ce qui caractérise une civilisation, une société. Donc action collective organisée. Et enfin, quelles sont les conditions de départ et quel est le rôle d'Ulysse? Eh bien, les Lestrygons assomment certains compagnons, mais d'autres se sauvent, et Ulysse conserve son statut de chef, puisque on le voit qui donne des ordres. Soudain, excitant les guerriers, je leur ordonne de se courber sur les rames. Tous, alors, rament avec vitesse. Ulysse est donc bien un chef. Il a conservé son statut de chef. Par contre, on note quand même que pour un chef, la seule chose qu'il puisse ordonner, c'est la fuite, ce qui n'est quand même pas forcément glorieux. Donc, Ulysse conserve son statut de chef, mais ne peut qu'ordonner la fuite.
Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à reprendre la vidéo et à la réécouter. Hein, c'est toujours mieux quand on a entendu une première fois, on repère beaucoup plus facilement les choses en écoutant une deuxième fois. Au revoir et bon courage pour la suite.